Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, la principauté au Vendée Globe. Boris Herman s'apprête à prendre le départ de cette course considérée comme l'une des plus exigeantes au monde. Le skipper sera avec nous ce soir, tout comme le vice-président du Yacht Club de Monaco, Pierre Casiraghi. La transition énergétique est en marche, les initiatives et démarches sont de plus en plus nombreuses, qu'elles soient individuelles, professionnelles ou institutionnelles. Certaines d'entre elles ont été mises en valeur lors des 5e rencontres de la transition énergétique. Nous en parlerons avec la directrice de la mission pour la transition énergétique, Annabelle Geiger-Sédou. Dans ce journal également, nous parlerons de la sortie du tome 2 de Blitz, le manga monégasque de Cédric Biscay, avec les dessins de Taitaro Nishihara. Mais avant cela, c'est une grande première ce soir, non pas un, mais 2 invités pour aborder l'événement que l'on surnomme l'Everest des mers. Le Vendée Globe prendra son départ le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne. Une course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. 33 skippers participeront à cette 9e édition. Parmi eux, un bateau qui naviguera sous les couleurs de la principauté, sponsorisé par le Yacht Club de Monaco. Bonsoir Pierre Casiraghi, bonsoir Boris Herman. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Pierre Casiraghi, c'est la première fois que Monaco est représenté au Vendée Globe. Quel est votre sentiment ? Écoutez, c'est d'abord un sentiment de fierté. Je suis toujours fier quand des athlètes monégasques ou des athlètes qui représentent la principauté, que ce soit notre équipe de foot ou nos athlètes au jeu, enfin, dans tous les sports. C'est vraiment incroyable quand on est présent sur la scène internationale sportive. Je suis vraiment fier et c'est le cas. Voilà, ça a été une longue aventure pour arriver jusque-là, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors à la barre du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, un skipper que vous connaissez bien pour avoir réalisé des traversées ensemble. Boris, comment vous vous sentez à quelques semaines, à 2 semaines du coup d'envoi maintenant ? Je me sens excellent, très bien préparé et j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va être un soulagement de retrouver la mer, de laisser derrière nous toutes les années de préparation et de finalement être là en mer. Et c'est pas la première fois que vous allez réaliser une course en solitaire. Comment on gère ce défi aussi bien mental que physique ? Je dirais que c'est plus une challenge mentale que physique, c'est bien sûr les deux, mais c'est très long, c'est un marathon et il y a tous les jours des challenges. Bien sûr, c'est un bateau rempli avec la technologie, il y a toujours des petites choses à régler. Parfois, il y a des choses qui cassent, il ne faut pas désespérer et la course ne sera pas finie avant la fin. Donc, il faut toujours donner tout et pour ça, je suis très confiant que Pierre il va me pousser, il va être là au téléphone, il va jouer un rôle très important pour moi. Si j'ai des moments faibles, il sait quoi dire pour changer ça. Pierre, justement, cette participation au Vendée Globe, on vous la doit. Vous avez créé le team Malizia. Pourquoi vous êtes fixé cet objectif ? Écoutez, je pense que c'était un objectif, c'était l'objectif le plus haut qu'on pouvait trouver. Donc, je trouvais ça intéressant quand on a commencé. Boris a toujours rêvé de faire cette course et ça paraissait tellement fou, tellement loin de là où on était à ce moment-là, en 2014, quand on a fait ce rêve ensemble. Et nous voilà aujourd'hui avec le drapeau du club va battre au vent fièrement au départ, le drapeau de Monaco, la principauté qui, je pense, est derrière nous. Elle a été derrière nous dans beaucoup de nos courses, beaucoup de nos aventures par le passé. Donc voilà, ça va être un grand moment pour nous. Et justement, quelles sont les qualités de Boris, vous qui le connaissez bien ? Écoutez, il est déterminé, il est minutieux, il a un bon sentiment, il n'est pas impressionné par l'adversité, il a un bon feeling avec les bateaux, avec les moments difficiles. Donc, je pense que ça, c'est des qualités essentielles pour un navigateur en solitaire. Et vous savez, le Vendée Globe, c'est comme disait Boris, c'est une course on voit le résultat à la fin. Tout peut arriver. Vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre, Boris, justement, concernant cette course? L'objectif, c'est de la terminer, même si vous faites figure d'outsider et que vous pouvez créer la surprise.
Absolument. De 100%, arriver, ça serait une énorme victoire, un exploit. Et c'est une logique très intéressante avec cette course. Il n'y a aucun autre sport où il y a autant d'abandon. Il n'y a pas la course à pied et la moitié des starters n'arrivent pas. Ça n'existe pas autre part. Donc, ça montre le défi du Vendée Globe est tellement haut. C'est peut-être une des challenges les plus complets, les plus difficiles du monde. Et il y a aujourd'hui que 86 personnes qui n'ont jamais fini cette course. La course existe depuis 30 ans. C'est mythique, c'est une énorme course. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la signification de finir cette course en conditions de régate. Et si on finit la course dans les bonnes conditions, on a une bonne chance de faire une bonne place aussi. Cette course revêt également un aspect environnemental. Vous allez participer à une vaste étude scientifique. Cette notion était importante pour vous de vous engager également dans ce domaine? Oui, c'est important. Je pense qu'on a réalisé qu'on avait créé un petit peu d'attention sur les plus jeunes générations et qu'on pouvait développer quelque chose sur cet axe-là. Donc, on a créé un kit éducatif. On a commencé avec plusieurs écoles, avec les écoles de Monaco, mais ensuite, ça a grandi. On est maintenant, je crois, on a un kit en 8 langues avec des milliers d'élèves qui vont suivre. Un kit éducatif qui explique un petit peu où on va avec le bateau et quelles sont les problématiques les plus significatives du changement climatique et comment cela affecte la mer, les températures, l'acidification, la modification des courants et qui globalement vont affecter la planète entière. Donc ça, c'est quelque chose de très motivant pour nous de continuer à faire ça et de travailler avec des instituts mondialement reconnus comme Max Planck, l'IFREMER, le Musée océanographique aussi. Et voilà. Bon, rendez-vous le 8 novembre au Sable d'Olonne. Vous serez présent, Pierre, pour le grand Ah départ? oui, absolument. Je raterai ça pour rien au monde. Merci infiniment à vous deux d'avoir été avec nous et puis bon courage, bon vent pour cette course que nous suivrons assidûment sur Monaco Info. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. bonne journée. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre français Jean Castex vient d'annoncer une mesure qui va impacter beaucoup de salariés à Monaco, Frédéric Hélion. Compte tenu des différents indicateurs sanitaires, le département des Alpes-Maritimes va passer en alerte maximale. Un couvre-feu de 21h à 6h du matin va être instauré dès demain, vendredi minuit, pour une durée de 6 semaines. Une mesure qui ne concerne pas seulement la métropole Nice-Côte d'Azur, mais tout le département des Alpes-Maritimes, ce qui impacte forcément énormément de salariés de la principauté. À Monaco, pas de couvre-feu. Sachez que le ministre d'État Pierre Dartout fera une allocution demain dans le journal de 19h sur notre chaîne pour évoquer la situation sanitaire et le renforcement des mesures en principauté. Allocution à suivre demain donc dans notre JT de 19h. C'est un salon bien connu en principauté. Clean Equity vient d'ouvrir ses portes au Fairmont Hotel aujourd'hui. La 13e édition du forum consacré à l'innovation technologique durable a démarré ce jeudi matin. Clean Equity Monaco rassemble des entreprises qui ont une vision commune pour le futur, un avenir basé sur les clean tech, les technologies vertes, qui permettent d'améliorer notre quotidien et de préserver notre planète. Ce salon permet à des entreprises de présenter leurs technologies, leur innovation et d'échanger avec de potentiels investisseurs à l'occasion de sessions plénières ou de rendez-vous individuels. Autre information, le musée des timbres et des monnaies organise une exposition exceptionnelle, Frédéric. Oui, la principauté de Monaco et le commerce avec le Levant au temps des Luigini. Vous pourrez découvrir dans cette exposition de très rares et très belles monnaies anciennes, accompagnées de documents d'archives et de précieux ouvrages d'époque. Sous le règne de Louis XIV, pendant une douzaine d'années, les princes Honoré II et Louis Ier furent les acteurs les plus entreprenants d'une politique économique et commerciale développée avec l'Empire ottoman, appelé alors le Levant, Louis Ier de Monaco, puis des seigneurs génois et toscans de la côte ligure firent frapper massivement des millions de petites monnaies d'argent, appelées plus tard Luigini. C'est cette histoire que vous pourrez revivre à travers cette exposition, à découvrir jusqu'au 25 octobre de 9h30 à 17h.
La principauté toujours plus engagée dans la transition énergétique, les démarches se multiplient, les implications de certains acteurs qui s'engagent dans cette voie ont été mises en lumière lors des 5e rencontres de la transition énergétique, événement organisé par la MTE. Bonsoir Annabelle Gégeur-Sédou. Bonsoir. Est-ce que l'on peut revenir tout d'abord sur le but de ces rencontres ? Oui, les rencontres de la transition énergétique, elles ont pour but de rendre visibles les acteurs de la transition énergétique. Nombreux sont en marche, la dynamique elle est réelle, elle est concrète, les actions sont là, l'idée c'est de les faire connaître et donner envie aux autres d'agir. Alors qui a été mis en valeur lors de cette 5e édition ? Aujourd'hui, on a voulu mettre en valeur d'abord nos éco-écoles qui sont géniales et incroyablement impliquées dans la transition énergétique. Et elles participent avec toutes les écoles de Monaco au challenge Inter-École Clink. Donc là, on est sur le thème des déchets et comment faire en sorte que nos jeunes soient sensibles et participent concrètement en collectant les déchets en verre. Clink, voilà, c'est ce concept lancé en 2018 par le gouvernement où on est récompensé quand on recycle, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, là encore, c'est d'être incitatif, montrer que c'est ludique, que c'est possible, que chacun peut le faire. Et là, ce sont les enfants qui entraînent leur famille dans cette dynamique, effectivement, un peu de challenge. C'est à celui qui en ramassera le plus, qui en collectera le plus, et donc aura aussi des points pour le récompenser. Qui d'autre a été mis en valeur ? Alors, on a aussi souhaité mettre en valeur aujourd'hui une société de gestion en capitaux privés qui est Monaco Asset Management parce qu'il nous a semblé vraiment important d'adresser un peu un message là aussi à tous ceux qui ont envie d'investir. Eh bien, investir aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique, c'est investir vert et les opportunités se multiplient. Depuis le Covid, les gestionnaires de MAM, Monaco Asset Management, nous disent que ces demandes ont été multipliées par 4. Donc on avait envie de le faire savoir et de donner envie à beaucoup d'autres d'agir durablement et de financer vert. Le gouvernement aussi s'implique, on le sait depuis plusieurs années. Je crois savoir que la direction des affaires maritimes et la société d'exploitation des ports de Monaco œuvrent également dans cette transition énergétique. En effet, non seulement ils œuvrent, mais ils œuvrent depuis longtemps à électrifier nos quais. Alors électrifier nos quais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès aujourd'hui et depuis des mois, tous les yachts, tous les bateaux qui sont à quai dans les ports de la Principauté eh bien, peuvent se plugger, peuvent être à l'électrique et donc ne pas utiliser de leur groupe électrogène. Donc ça veut dire vraiment zéro pollution, zéro émission dans les ports de Monaco. Un dernier mot sur FGWRS. Avant de découvrir le reportage d'Alexandra Pani, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de mettre cette start-up monégasque en valeur lors de cette 5e édition ? Oui, bien sûr. Alors cette start-up, c'est vrai qu'on la connaissait déjà parce qu'elle avait déjà équipé la villa troglodyte avec son système de récupération des eaux grises. Donc les récupérer pour les traiter, pour pouvoir les réutiliser dans le bâtiment et donc évidemment économiser une ressource rare qu'est l'eau. Et justement, Alexandra Pani est allée à la rencontre de FGWRS à Monaco Tech. Je suis justement avec Pierre Magne, le fondateur de cette société. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement au grand public comment cela fonctionne ? Ça fonctionne d'une façon très simple, mais c'est surtout un savoir-faire que nous avons qui est parfaitement maîtrisé. Au départ, c'est une technologie qui a été mise en place pour l'Agence spatiale européenne, pour recycler les eaux de douche et de condensation pour les vols spatiaux de longue durée. Et nous l'avons mis en œuvre sur la station de recherche antarctique Concordia, où elle fonctionne depuis plus de 15 ans. Donc c'est un savoir-faire parfaitement maîtrisé. Vous l'avez déjà testé ici en Principauté également, oui. Mais on va revenir sur un événement récent et assez important, j'imagine, pour vous. Vous étiez à Roland-Garros. Alors on était à Roland-Garros, on était dans les coulisses de Roland-Garros, puisque la Fédération française de tennis avait décidé de montrer son implication pour le développement durable. Sur les 3 semaines, on a permis d'économiser plus de 23 mètres cubes d'eau potable. On associe aussi à notre procédé une récupération de calories et on a récupéré plus de 53% de l'énergie contenue dans les eaux grises traitées qui a servi à préchauffer l'eau chaude sanitaire des chauffe-eau pour les douches. Voilà pour ce reportage d'Alexandra Pani sur FGWRS. Annabelle Gégeur, on le voit à travers les différentes démarches, les différents engagements, la transition énergétique est bel et bien en marche.
Oui, tout à fait. Elle est en marche au quotidien et de plus en plus d'acteurs individuels et collectifs s'en emparent. Preuve en est les signataires du Pacte national pour la transition énergétique. Ils sont aujourd'hui près de 1500 individuels, collectifs, c'est-à-dire près de 130 entreprises de la principauté, soit plus du quart des salariés qui peuvent se mobiliser. Mais c'est beaucoup et puis c'est pas du tout assez, d'où ces rencontres de la transition énergétique pour donner envie à beaucoup d'autres d'agir. Merci beaucoup Annabelle Gégère d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, merci. Culture avec le tome 2 de Blitz, le manga Made in Monaco sortira demain dans toutes les bonnes librairies. Juliette Rappert nous présente cette création originale signée Cédric Biscay. Cédric Biscay, président de Shibuya Productions, a présenté le manga événement qui sort sur les échecs au casino de Monte-Carlo. Blitz, tome 2, au travers de parties d'échecs intenses et dynamiques. Dans ce tome 2, on passe un petit peu aux choses sérieuses maintenant. Il y a les parties d'échecs qui s'enchaînent. On a décidé de les magnifier au niveau de l'illustration et du scénario. Donc les différents joueurs se retrouvent sur les champs de bataille. Il y a tantôt un chevalier, tantôt une princesse, une reine à sauver. Enfin, on essaye de mettre en place quelque chose de super dynamique et que ça ne soit pas rébarbatif comme une simple représentation de parties d'échecs traditionnelles. Nous retrouvons le personnage de Tom autour de batailles, d'amour, mais surtout d'aventure, accompagné d'Harmonie, héroïne féminine, mais aussi véritable guerrière. Cédric Biscay nous en dit un peu plus sur l'intrigue. On s'aperçoit que Harmonie, c'est pas simplement un pot de fleurs ou le faire-valoir de Tom. C'est-à-dire que c'est juste un personnage badass qui joue super bien aux échecs, qui est une championne junior et qui a sa propre vie, a ses propres mots. Et l'interaction entre les personnages là-dessus est super intéressante puisqu'ils vont vivre une véritable aventure et on n'est pas du tout dans une love story de base comme on aurait pu s'imaginer. Tome 1 en février, tome 2 en octobre. Shibuya Productions prévoit déjà le tome 3 et 4 d'ici l'année prochaine avec une sortie de 3 tomes par an en moyenne. Il souhaite réaliser une vingtaine d'ouvrages au total. Le monde des échecs se démocratise. Il est à portée de main dès demain en librairie. On passe aux prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour demain ? Malheureusement non, Émilie, après une journée bien couverte aujourd'hui, le temps va se dégrader encore plus vendredi avec de la pluie le matin, l'après-midi un ciel toujours très nuageux avec des averses plus rares. Le mercure ne bougera pas trop avec 15 degrés le matin et 17 l'après-midi. On ne le verra pas beaucoup, mais le soleil se lèvera à 7h53 pour se coucher à 18h35. Vendredi 23 octobre, nous fêterons la Saint-Jean de Capistran. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous en parlions en début de journal avec nos invités, Pierre Casiraghi et Boris Herman. La principauté sera représentée au prochain Vendée Globe. Une aventure que nous suivrons bien évidemment sur notre antenne. L'occasion de nous quitter avec ces photos de Michael Alési et Emmanuel Vitali de Malitia 2, rebaptisé Sea Explorer Yacht Club de Monaco. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.